Bonjour à tous, aujourd'hui on essaye un véhicule qui évoquera sans doute des souvenirs à ceux qui ont plus de 40 ans, le nouvel Opel Frontera. Alors le Frontera précédente génération était un 4x4 pur et dur, d'où la petite mise en scène, châssis échelle, 4 roues motrices, des ponts rigides, quelque chose de très rustique qui n'a plus rien à voir avec le Frontera d'aujourd'hui qui n'est ni plus ni moins qu'un Citroën C3 Aircross avec une carrosserie un peu modifiée puisque les dessous des deux voitures sont absolument identiques. On va prendre le volant aujourd'hui de la version hybride légère. Ce Frontera, il est fabriqué en Slovaquie, mais le design est made in Deutschland. Ça se reconnaît un peu avec des lignes assez carrées, quoique c'est quand même assez proche du C3 Aircross. En termes de longueur, la voiture est dans la moyenne de la catégorie, 4,38 m de long. À l'avant, c'est la fameuse calandre désormais traditionnelle chez Opel, qu'ils appellent Visor, hein, pour être calife à la place du calife, voilà. Et on a une version un peu particulière. Cette version, c'est le modèle de base édition qui est doté de jantes en tôle, on n'en voit plus, avec l'avantage d'avoir des pneus à flanc haut, hein, c'est du 16 pouces en 65. Et on a une option, perso, je trouve pas ça fantastique, de ces jantes blanches et du toit blanc. Alors les Allemands raffolent de ça. Est-ce que cette option-là sera vendue en France? J'en suis pas certain du tout. Quelle que soit la finition, les feux avant sont full LED. Alors c'est pas du Matrix LED, hein, mais par contre on a un passage automatique code phare. Là où il est généreux, ce Frontera, c'est là. On a un coffre de 460 litres. Vous avez même un joli petit double fond, voilà, qu'on peut régler sur deux niveaux. C'est pas facile avec une main, mais qui permet d'avoir un plancher plat quand la banquette arrière est rabattue. Et il y a de la place dedans, dans ce Frontera. En plus, on a des portes, vous voyez, qui s'ouvrent assez largement pour faciliter l'accès. La garde au toit est importante. Alors le seul truc, c'est que la banquette ne coulisse pas, mais on a de l'espace pour les jambes, on a de la garde au toit comme je vous l'ai dit, et on peut même en option sur la version GS rajouter deux petits sièges d'appoint à l'arrière. Donc avoir ce Frontera en 7 places, c'est unique dans ce segment de véhicule. C'est un peu moins fun, on va dire, à l'avant. Je trouve que la présentation est très Opel. C'est assez strict, beaucoup de lignes droites. Alors Opel nous vend ça, ça c'est du jus de tête de marketing en nous disant c'est voilà, le Frontera c'est du détox. Franchement, détox, un tox, ouais, en ce qui concerne la qualité des matériaux, parce qu'on a des plastiques rigides là, le dessus de la planche de bord, tout ce qui est le bas du tableau de bord, et puis même les contreportes. En vrai plastique massif. Un écran de 10 pouces face au conducteur, assez lisible avec toutes les infos. Et normalement sur la version édition qu'on a, ici vous avez un support de smartphone. Nous à la place on a un pack qui propose également un écran de 10 pouces qui inclut le GPS, la caméra de recul, les connexions Android et Apple CarPlay, etc. On va féliciter les gens d'Opel qui ont remis des boutons physiques pour commander la climatisation. Vous remarquerez que sur notre pack, on a aussi les sièges chauffants, le volant chauffant. Félicitations aussi pour ces deux petits boutons qui permettent pour le premier d'annuler l'alerte de survitesse et le maintien dans la file pour le deuxième. Perso, j'aime bien le volant, j'aime bien sa forme et surtout, il est très agréable à prendre en main. La boîte auto se commande avec ce sélecteur que j'aime toujours pas. Opel a aussi pensé à ceux qui veulent faire du saut à l'élastique. On a ce grand élastique là sur la console. Non, je rigole, hein, c'est pas pour faire du saut à l'élastique. Mais si vous voulez mettre par exemple une tablette, vous pouvez la bloquer ici à la place des deux bouteilles d'eau en largeur. C'est pas idiot. Je vous conseille quand même de prendre le pack d'options parce que on a les sièges IntelliSeat, en tout cas sur la version de base. Ça paraît rien, mais vous voyez, il y a un creux ici, ce qui permet de soulager le bas de la colonne vertébrale et je peux vous assurer que c'est vraiment très efficace en matière de confort. Ah, le capot pèse
le poids d'un âne mort. C'est sans doute pour insonoriser quelque peu ce 3 cylindres. Donc on a une nouvelle version, on ne devrait plus l'appeler d'ailleurs le 1,2 litre PureTech, donc un nouveau moteur 3 cylindres, même cylindré 1,2 litre. La différence, c'est que cette fois on a une chaîne, une injection à pression, un turbo géométrie variable, enfin bref, beaucoup de nouveautés et surtout on va l'appeler micro-hybridation, même si je sais que chez Stellantis on n'aime pas ça, puisque c'est un petit moteur électrique qui se trouve dans la boîte de vitesse robotisée à 6 rapports. Il offre un supplément de couple non négligeable, 55 Nm. Au total, on a une puissance de 136 chevaux. C'est pas un full hybride au même sens que d'habitude, mais on l'a déjà essayé, c'est assez efficace. Ça paraît désuet, mais je trouve qu'il n'y a pas plus pratique. On a une clé pour démarrer notre moteur qui est tout sauf discret à l'arrêt d'ailleurs, tiens. Les premiers tours de roue sont plutôt agréables à bord de ce nouveau Frontera, bien plus que l'était l'ancien d'ailleurs, qui était, on va dire, un petit peu rustique à conduire. En tout cas, là, la boîte avec le moteur électrique intégré, eh bien, se fait oublier, ce qui n'était pas le cas, hein. Le 3008 a été le premier véhicule du groupe à recevoir cette motorisation et il y avait quelques à-coups. En particulier, là, on est sur une route un peu montagneuse, donc il y a des changements fréquents de rapport, il y avait des hésitations auparavant, et là le problème a semble-t-il été réglé, du moins quand on roule gentiment. Autre point que je trouve plutôt pas mal, c'est que dans la définition de suspension, Opel choisit des réglages toujours un peu plus fermes que les autres marques du groupe, et là le compromis est pas mal. Il faut dire que c'est le mariage des pneus à flanc haut et d'une suspension alors qui maîtrise plutôt bien les mouvements de caisse avec une fermeté qui est pas bon, ça on va dire que c'est du confort à l'allemande, mais c'est pas mal. C'est un peu moins bien en conduite dynamique. Bon, c'est pas lié à la puissance, hein. On a 136 chevaux, 230 Nm de couple, mais vous voyez la réactivité, là j'ai accéléré à fond, la réactivité de la boîte est pas excellente pour les rétrogradages. On a en plus un moteur essence qui se fait entendre quand même pas mal. Les performances sont bonnes, hein. Ça accélère de 0 à 100 en 8 secondes. Le châssis est bien tenu, mais là on arrive à la limite des pneus de cette version. Vous voyez, hop, si je force un peu le braquage, on sent que le pneu s'affaisse sous la voiture, ça élargit un petit peu la trajectoire. Bon, c'est pas une voiture qui est faite pour rouler ne serait-ce que dynamiquement en montagne, mais la limite est là. On a aussi un poids qui dépasse les 1350 kg pour de l'hybride léger. Il n'a de léger que le nom. Ça, c'est lié en fait au choix des plateformes chez Stellantis, puisqu'on a des plateformes multi-énergie. Et c'est, vous voyez, là, entre le moment où j'ai accéléré et le rétrogradage, il y a eu 1 seconde, c'est assez désagréable. C'était pour doubler en côte, je disais, donc choix de plateforme multi-énergie, puisque la voiture est également disponible en version 100% électrique. On voit les divers modes de fonctionnement hybride là sur le côté du tableau de bord. Il y a quelque chose que j'aime pas trop. Et là, je suis en descente, je vais lever le pied et on va tout de suite avoir une récupération d'énergie assez forte. Vous allez me dire, bah, tant mieux, comme ça on recharge la petite batterie beaucoup plus vite. Certes, mais ça oblige à avoir un dosage très fin du pied sur l'accélérateur parce qu'on n'a pas de position roue libre. Or, la roue libre, ça reste quand même la meilleure façon de faire des économies d'énergie. En ville, on n'est pas trop gêné par cette suspension un poil ferme. En fait, c'est un bon compromis, hein. Ça permet d'avoir, comme vous l'avez vu, une tenue de route qui est excellente, tout en préservant quand même les vertèbres des passagers. En plus, malgré la faible tension de la batterie du moteur électrique, c'est un système 48 volts, on a des phases de roulage en tout électrique qui sont assez nombreuses. Bon, le constructeur va jusqu'à dire 60%, peut-être pas. D'ailleurs, là, on est dans une rue qui monte un peu et
le moteur hésite à se mettre en route, se coupe, se remet en route. Bon, c'est moins smooth que sur un hybride Toyota ou que même sur le Duster par exemple. C'est pas facile de trouver de l'autoroute ici à Majorque. Bon, on a trouvé là un bout de voie rapide. C'est marrant, j'ai l'impression que le moteur grogne un peu. Voilà, on l'entend quand même dans l'habitacle, ce qui est plus le cas aujourd'hui des SUV de cette catégorie. En revanche, pas de bruit de roulement, mais un léger bruit aérodynamique. Ça fait pas partie des véhicules les plus silencieux de la catégorie pour moi aujourd'hui. Bienvenue chez Stellantis. Le GPS a décidé de s'arrêter comme ça, sans prévenir. Donc, si vous ne savez pas où vous êtes, vous allez être perdu. Je vais essayer de redémarrer l'engin, mais ça l'a fait en roulant. 2 infos pas forcément bonnes. Hein. Mon système infodivertissement ne s'est jamais remis en route. Hein. J'ai essayé de couper plusieurs fois le contact, mais ça ne veut rien savoir. Et puis la conso, en ayant roulé quand même gentiment, alors bon, c'est tombé en panne à 57 km/h, mais j'ai une conso de 6,9 litres au 100 en ayant roulé gentiment pour un véhicule qu'on nous vend comme de l'hybride. Je trouve que c'est un petit peu décevant. Je vous laisserai seul juge en matière de design. Personnellement, c'est pas tout à fait ma tasse de thé, ce Frontera 2024, mais en revanche, j'ai été plutôt agréablement surpris par la conduite, à quelques détails près. En plus, c'est pas franchement des détails. Tout d'abord, la consommation elle est plus élevée que ce qu'on peut trouver dans les concurrents full hybride. Je pense par exemple au Dacia Duster. Et vous allez voir, on va fatalement comparer au Duster. En termes de tarifs, ce modèle en version 136 chevaux, il existe en 100 chevaux et 136 chevaux avec cette hybridation 48 volts, est vendu dans cette finition de base entre guillemets à partir de 26 000 €. On rajoute dans notre cas 2 packs d'options, ce qui nous emmène à 28 200 €. 28 200 €, c'est plus cher que le Dacia et c'est surtout beaucoup plus cher qu'un concurrent chinois qui est arrivé récemment sur le marché, qui s'appelle le MG ZS Hybrid Plus, qui propose des prestations supérieures à tout point de vue, une consommation inférieure pour moins de 23 000 €. Et là, on se dit que l'industrie automobile européenne a mangé plutôt son pain blanc.